L'esprit de conquête, c'est aussi l'adaptabilité, la capacité à conduire le changement. Quand je vous disais que nous devons sans doute, cette génération nouvelle, nous inscrire avec la volonté résolue de maîtriser l'avenir, c'est aussi ça, c'est conduire le changement, c'est l'apporter avec ce souci d'esprit d'entreprise dans tous les sens du terme, garder la flamme qui donne envie aussi de rebondir, de changer, parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Et je pense que ces qualités seront vos, mais j'ai envie de dire nos, parce que c'est celle de toute une génération, nos plus sûrs alliés. Et vous qui incarnez, plus que la génération précédente, j'ai envie de dire cette jeunesse qui vit avec la crise, vous qui êtes les mieux placés pour incarner l'entreprise de demain, faites à la fois de performance, mais qui ne néglige pas non plus la responsabilité sociale, j'ai envie de dire que ce défi, on doit être en capacité de le relever. Parce qu'au fond, l'entreprise de demain, ou le monde économique de demain, est un monde économique qui doit tenir compte non seulement des mutations en cours, je ne vais pas remonter jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est, mais il faut parler de la montée en puissance de la Chine, il faut parler de la mondialisation, il faut parler de l'apparition de nouveaux dangers, du changement climatique, etc. L'Internet, le portable, il faut être en capacité de s'adapter à tout cela, mais en même temps de tenir compte de cette dimension humaine. Pardon, là c'est mon passé de secrétaire d'État aux affaires étrangères, aux droits de l'homme qui parle, cette dimension humaine qui peut, je pense, permettre de réconcilier les Français avec l'économie et donc avec l'entreprise. Et en pensant à 1990, pour prendre une date par hasard, on ne peut que se demander ce que sera 2030, les années où nous serons en pleine mutation, et se rendre compte à quel point il est difficile de l'imaginer. Et c'est particulièrement vrai pour notre relation au travail et à l'entreprise. Et c'est une révolution qui est en cours. Et quelquefois, je m'effraie même à me dire que je ne mesure pas forcément à mon modeste niveau de responsable politique à quel point ces évolutions sont profondes. Et quand on parcourt le monde, comme j'ai pu le faire depuis 3 ans que je suis au gouvernement, quand on voit ce qui se passe dans les pays sud-américains, dans les pays asiatiques, dans les pays africains, dans certains pays européens, notamment à l'Est, on se dit que les mutations sont réellement profondes et que ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi notre capacité à nous adapter pour avoir une certaine maîtrise de notre avenir. L'homme aujourd'hui, l'homme numérique laisse derrière lui le sédentarisme professionnel, il est devenu nomade. Le monde qui nous entoure n'est pas figé. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas l'être non plus. Les carrières dessinées à l'avance, les parcours balisés, les certitudes professionnelles, on peut quand même dire que ce n'est plus tout à fait cela, mais en même temps, ces changements, on n'a pas d'autre choix que de les saisir comme opportunité pour réinventer l'avenir. Et nos envies, nos objectifs peuvent être constants, nos parcours doivent en revanche être souples, et nous devons pouvoir nous adapter, surtout pour ne pas subir et être en constante capacité de rebond. Et je crois que le jeu en vaut la chandelle. Le contexte actuel est certes difficile, mais encore une fois, il est aussi rempli d'opportunités. Alors j'ai envie de vous dire, on me disait tout à l'heure que je devais donner des conseils, mais au fond, je n'ai aucun conseil à donner parce que moi-même, je suis en construction et j'aime bien avoir ce sentiment d'être en construction. Ça veut dire que la vie n'est pas finie, ça veut dire que rien n'est encore écrit, ça veut dire que la page est majoritairement blanche et ça vous donne la possibilité au moins de rêver. Et le rêve doit précéder les réalités, évidemment, mais c'est pour cela que je crois que la curiosité, le fait d'être à l'affût, d'être à l'écoute de soi-même, de ses envies, de ses talents, de son savoir-faire, sans oublier les autres, c'est quelque chose de fondamental. Et je crois que ni le mimétisme, ni la compétition ne sont de bons conseils quand on réfléchit de cette manière. Je crois que, au titre des conseils, c'est à vous-même que vous devez être fidèle, pas à un schéma aussi dominant et imposant soit-il, parce que c'est la seule manière possible si on veut changer la vie. Ça n'a rien de naïf de dire ça, parce que les générations précédentes, notamment la génération 68, a eu le droit de rêver, de faire sauter des interdits, de dessiner l'avenir. Et au fond, ce qui frappe la génération actuelle, c'est qu'elle ne cherche pas à changer la société, elle cherche seulement à y entrer. Elle cherche seulement à y entrer, et j'ai envie de dire, nous pouvons aussi avoir des prétentions de changement après y être entrés. Et c'est la seule manière de maîtriser
le futur, l'avenir. Et ce qui me frappe toujours, je disais ça l'autre jour, bon, je l'ai dit en des termes un peu brutaux, mais c'est sorti tout seul, que j'étais je ne sais plus quelle est l'expression que j'avais employée, une anomalie statistique, quelque chose comme ça. Et au fond, bon, tout le monde a pensé à la diversité, mais je ne pensais pas à la diversité, je pensais à l'âge. Je pensais à la jeunesse française dans son ensemble, qui fait partie d'une des jeunesses les plus pessimistes d'Europe. Vous vous rendez compte, d'une des plus pessimistes d'Europe. Et j'avais dit que bon, je me sentais une anomalie statistique parce que nous sommes dans une république gérontocratique. J'avais été très loin dans l'expression, mais c'était pour dire qu'il y a un moment donné, on ne peut pas avoir toute une génération qui n'a pas sa place dans l'espace public. Voilà. C'est-à-dire que dans le monde des médias, j'ai travaillé dans le monde économique, dans le monde politique, ce sont souvent les mêmes qui tournent depuis 30 ans. Et dans le monde des intellectuels aussi. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes, mais qu'il y ait un peu d'espace également pour la jeunesse, ça ferait franchement pas de mal. Parce que c'est cette jeunesse-là qui fera l'avenir. Et s'il n'est pas en capacité de s'exprimer aujourd'hui, de donner son avis sur le marché du travail, sur l'emploi, sur la culture, sur le sport, sur la politique étrangère, ce n'est pas ceux qui sont présents aujourd'hui qui le feront. Et je pense que cette quête d'un espace d'expression pour la jeunesse française est un impératif absolu. En politique, on le voit très bien. Il faut... Enfin, c'est normal qu'il faille faire ses preuves, on est tous d'accord, mais être jeune, ça ne devrait pas être un handicap. Pareil pour le monde dirigeant de l'entreprise, de l'économie ou des médias. Je comprends que dans notre vie politique, par exemple, il faille 30, 40 ans pour prétendre, je ne sais pas moi, à des fonctions importantes, mais à ce point, quand même, on se demande des fois. L'autre jour, j'étais en débat avec Manuel Valls, qu'on présente comme un jeune loup du Parti socialiste. Bon, il a 47 ans quand même. Et en fait, ce qui le choquait, et j'étais d'accord avec lui, ce qu'il disait, mais enfin, j'ai 47 ans. Et Barack Obama, aux États-Unis, est devenu président des États-Unis à 47 ans. Donc, arrêtez de me maintenir parmi les adolescents de la politique, mais c'est pas compliqué. Les raisons de cette attitude, c'est pour maintenir cette jeunesse-là en situation d'attente, en fait. Et